Merci, monsieur le sénateur, de venir Merci. parler des CEMOP, qui est quelque chose qui n'existe pas encore tout à fait, mais qui ne va pas tarder à exister. Donc, on va expliquer ce que c'est, quel est l'intérêt, comment ça peut être utilisé et comment ça peut être intéressant pour les collectivités et les entreprises. Étant entendu, on le verra que c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement équilibré. En introduction, je vais vous raconter une histoire, histoire de, je sais pas, de finir la matinée tranquillement. Je suis responsable d'une SEM à Brest qui gère l'investissement, enfin une partie de l'investissement de la collectivité, et qui a eu à réaliser le tramway de Brest. Et je vais vous expliquer comment les choses se sont mises en place, c'est-à-dire comment la collectivité a construit la direction de pilotage de cet investissement. Au départ, l'idée était donc de contrôler l'investissement, ça c'est une évidence. Et donc pour ça, à Brest, on a créé une SEM dédiée particulière pour réaliser l'opération du tramway, avec pour première mission de trouver un partenaire, et donc je dis bien un partenaire et pas un AMO, un partenaire technique, de façon à répondre à l'appel d'offres du mandat que la collectivité ensuite allait lancer. Donc pour ça, on a fait un appel d'offres libre. La SEM a fait cet appel d'offres, appel à candidature, pour trouver ce partenaire. Et donc, on a reçu toutes les ingénieries de la place. On a parlé avec eux, le temps qu'il fallait. Ils ont expliqué ce qu'ils pouvaient faire, pas faire, comment ils voyaient les choses, etc. Et finalement, on a choisi le partenaire qu'on souhaitait prendre avec nous. Après une petite négociation, on a mis les choses au point et on a fait un groupement d'entreprises entre l'ASEM et ce partenaire que nous avions choisi pour répondre à l'appel d'offres du mandat. Ensuite, une fois ça fait, donc on a fait une convention de groupement, comme font toutes les entreprises qui créent un groupement, on n'a rien inventé. La collectivité a lancé son appel d'offres, nous avons répondu à l'appel d'offres, on a été choisi, et donc le mandataire de ce groupement d'entreprises, la SEM en l'occurrence, donc a signé le mandat, et c'est ce groupement d'entreprises, de fait privé, qui a géré tout l'investissement au nom et pour le compte de la collectivité, avec une quasi-obligation de résultat, ça avait été dans le deal, un engagement sur la tenue du budget, du planning, etc., ce que nous avons fait, on a même amélioré le budget. Et donc, on a eu une approche de groupement privé sur une gestion de fonds publics, d'investissement public. Voilà. Alors, évidemment, ce n'était pas une CEMOP, enfin, on va en parler après. Comme c'était qu'un mandat qui nous était donné, on a dû, évidemment, on n'a pas subi, mais on a appliqué le droit public, avec toutes ses contraintes et ses particularités. Mais il n'empêche que notre approche à nous, elle était totalement privée. C'est si vrai que une fois que ça a été terminé, après la mise en service de ce tramway, on a fait une espèce de sondage, on a pris quelqu'un pour faire un retour d'expérience. Donc il est allé interviewer les gens dans la rue, le donneur d'ordre, donc les gens de la collectivité, les entreprises qu'on avait utilisées, enfin certaines, c'est pas exhaustif, mais quand même, et il a essayé de tirer un retour d'expérience, donc comment ce qui s'était bien passé, moins bien passé, etc., avec l'idée, enfin pour nous qui l'avions mandaté, d'en tirer le meilleur, évidemment, et d'essayer d'être meilleur la fois suivante. Bon. Ce qui a, du point de vue de la collectivité, ce qui est ressorti, c'est que donc le mandataire, nous, on avait une logique privée, et assez exceptionnellement, dans leur tête, ils ont explicité, développé un petit peu ça, ils étaient contents de notre logique privée parce qu'ils y voyaient un élément d'efficacité. Voilà, et pas, je ne sais pas quoi, le grand méchant loup qui vient piller les fonds publics. Donc la collectivité voit aussi ou comprend parfois qu'une logique privée, donc un peu plus peut-être brutale, brutale, un petit peu pugnace, peut avoir aussi des aspects bénéfiques pour peu que ça défende les intérêts publics.
la clé étant quand même l'engagement sur objectif, et ensuite on est tenu de le respecter, ce qui est quand même un stimulant. Voilà. On en vient donc du coup au CEMOP, parce que la CEMOP, c'est la mise dans la loi, à mon sens, de ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire là, on a fait comme Jourdain, on a fait de la CEMOP sans le savoir. Et après, on a subi, enfin, la loi MOP, parce que on devait, au titre du mandat, appliquer évidemment la loi. Simplement, ouais, c'est ça, c'est comme Jourdain, on a fait de la CEMOP. Et donc, la CEMOP améliore cette approche en gardant l'intérêt, l'améliore parce que fait un pas de plus dans la logique privée, tout en maintenant un contrôle de la collectivité, et c'est là l'originalité, sur le déroulement des choses. Voilà. Donc maintenant, la loi n'est pas encore totalement... Elle n'est pas promulguée, n'est-ce pas ? Quasiment. Elle n'est pas totalement votée. Pas totalement votée, mais bon, c'est en bonne voie, enfin, ça avance correctement. Et il est temps, enfin, on peut saisir ce salon-là pour expliquer un petit peu dans le détail ce qu'il y a dans cette loi, l'esprit, et où est-ce qu'on veut arriver avec cette loi. Comme vous voulez. Merci. Bon, c'est tout à fait, enfin, ce que vous avez dit est tout à fait dans le sens qu'ont voulu les parlementaires. En général, c'était d'ailleurs des parlementaires qui étaient acteurs au niveau des SEM, au niveau des EPL. Et donc, on s'est bien rendu compte en tant qu'élus qu'il nous fallait un autre outil. Alors, cet autre outil, on n'a pas non plus inventé l'eau chaude. Ça existe dans beaucoup de pays en Europe. Ça existe en Allemagne, ça existe en Italie, ça existe en Espagne. Et on a essayé de voir comment en France, avec la législation française, tout en restant dans les normes européennes, on pouvait apporter un autre outil aux collectivités locales. Et donc, pourquoi ? Parce que je pense qu'en plus, la réforme territoriale en cours, avec le transfert de nombreuses compétences, tant aux régions qu'aux communes par la coopération intercommunale, va poser aux élus un certain nombre de problèmes, de contraintes, et puis en même temps va les obliger à aller vers un dynamisme de développement. Et je dirais que cet outil arrive au bon moment. Les élus locaux doivent faire face donc à un contexte économique difficile pour financer leurs projets avec des contraintes, des charges toujours de plus en plus importantes. Et puis en même temps, il faut qu'elles aillent travailler avec le partenaire privé, les partenaires privés. Et la CEMOP, c'est cet outil. C'est cet élément qui nous a semblé, nous parlementaires, c'est quelque chose qu'on travaille depuis fin 2011. On s'était réunis à peu près à ce moment-là, les premiers éléments de réflexion. Et donc, on a décidé de le porter dans le cadre d'un projet de loi, d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée. Ça va être voté au Sénat la semaine prochaine. Bon. Je remarque d'ailleurs que dans ce projet, il y a eu une unanimité. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques réticences, mais c'est plus des réticences de forme que de fond. C'est pas... bon. Et donc, on s'aperçoit que tant à l'Assemblée qu'au Sénat, il y a vraiment une unanimité pour porter ce projet. Alors, c'est, comme vous l'avez dit, une réponse. On pense que cet outil sera une réponse sur une nécessité d'optimiser à la fois le fonctionnement des services publics locaux et à la fois, avec les acteurs économiques, d'optimiser le financement, d'optimiser le coût. Et c'est ce partage qui est intéressant. Bon. Et donc, je dirais, on souhaite, dans cette idée, faire naître une espèce une coopération intégrée et institutionnalisée, ce qui n'existait pas
Les SEM, on sait très bien comment ça fonctionnait, et c'était plus des services. Et à chaque fois qu'on se heurtait au problème de l'investissement, eh bien, on avait une problématique qui venait se gripper un peu la machine. Bon. Et donc, les EPL ont décidé vraiment, avec les élus, avec les parlementaires, de travailler sur cet outil. Alors, il a fallu passer par les fourches de l'administration. On sait qu'elle est toujours excessivement inquiète dès qu'un projet arrive où on mélange du privé et du public. C'est quelque chose qui... Mais quand vous avez des parlementaires qui sont habitués, toutes tendances confondues, à travailler dans le domaine des SEM, des sociétés d'économie mixte, je veux dire, on a vite trouvé les règles pour à la fois sécuriser et à la fois optimiser. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a souhaité travailler. Alors, dans cet esprit, je dirais que les SEM, qui est donc ce type de SEM, à mon avis, ont leur importance, naturellement, dans le domaine du transport. Par ma part, j'ai été président de SEM dans le domaine du transport, mais je pense aussi dans le domaine de l'environnement. Bien, et je pense que dans les mois qui viennent, on va voir avec, notamment, moi je pense au niveau de la production d'énergie, au niveau des barrages, au niveau d'autres choses. Bon, je pense que la CEMOP peut être un outil d'une réponse à une ouverture du marché qui va être obligatoire. Bon, et en même temps, un contrôle de la collectivité sur son territoire, bon, des collectivités. Donc, c'est vraiment un outil qui va être intéressant à exploiter. Alors, cette initiative parlementaire, qui a reçu d'ailleurs l'appui du président de l'AMF, du président de l'ARF, du GART, avec Roland Ries. Et donc, on sent bien que tous les acteurs politiques sont mobilisés, quelle que soit leur sensibilité dans ce domaine. Et je dirais qu'elle repose sur des caractéristiques que vous avez un peu dites dans le projet que vous avez monté, mais on officialise un certain nombre de règles. Bon. On connaît tous, nous, nos appels d'offres, quand nous faisons du transport, où la collectivité souhaite une SEM, on fait une DSP, et on a des acteurs qui répondent sans SEM et d'autres qui répondent avec SEM. Et on connaît la sensibilité des élus pour être, à partir du moment où on met beaucoup d'argent dans un projet, où on finance l'investissement, et que finalement on va financer l'investissement, c'est la collectivité à la fin, où on met beaucoup d'argent sur le fonctionnement, eh ben on a besoin d'un regard, on a besoin de savoir ce qui se passe, tout en permettant au privé, à ceux qui ont la connaissance du fonctionnement, de l'investissement, d'être partenaires. Je pense que vraiment ça a été ce qui nous a motivés. La principale innovation se fait au moment et le moment et le contenu de l'appel d'offres, puisque un appel d'offres unique en amont, puisque la collectivité lance un appel d'offres unique en amont pour la constitution de la SEM et pour désigner l'actionnaire ou le groupement d'actionnaires qui s'associera à elle. Donc cet appel d'offres, elle comprend à la fois, je dirais, un volet contractuel et un volet de gouvernance de la CEMOP. Et donc on saura exactement dans quelle direction on va au niveau de la collectivité. Le choix est de recourir à une SEM est donc prédéterminé, on le dit en amont de la DSP et en amont donc de cet appel d'offres. Le choix de l'actionnaire opérateur s'effectue en fonction de la procédure correspondante au type de contrat retenu, qu'il s'agisse d'une DSP ou d'un marché public.
Le dispositif ne prévoit pas une nouvelle procédure. On est toujours dans les mêmes types de procédures, hein, soit une DSP, soit un marché public de mise à concurrence. Et donc, on s'inscrit dans le droit commun. Bon, vous avez essayé d'aménager le droit commun, hein, et ça a passé. Là, au moins, on aura les règles, elles seront fixes, et on ne pourra pas avoir de doute. Bien. Contrairement à la SEM classique, cette SEM à opération unique est un monocontrat. On a vraiment tenu à ça, hein. Sa durée de vie est limitée et la durée de l'exécution exclusive au contrat. On ne pourra pas s'étendre dans d'autres domaines. Et c'est ça qui constitue l'objet social de la SEMOP. Bien. À la fin du contrat, la collectivité, elle pourra choisir librement son mode de gestion. Donc, soit revenir peut-être à une régie, même si on connaît les contraintes d'une régie. Pour ma part, je le connais aussi un peu. J'ai été président d'une régie. J'ai pris le nom de la SEM de l'eau de Grenoble qu'on a transformé en régie. Je l'ai accepté, mais j'étais plutôt partisan d'une SEM. Bon. Mais, ou soit un opérateur, soit SPL, ou une nouvelle SEMOP. Dans ce cas, les règles traditionnelles, hein, de reprise du personnel, ils s'appliqueront. Donc, on n'a pas de problème avec ce type de démarche. Voilà un peu ce que je souhaitais dire rapidement, hein. Ce qu'il faut, c'est qu'on échange, qu'on dise un peu ce qu'on attend des SEM. Le nombre d'actionnaires, il peut être donc de 2, la collectivité et le privé ou le groupement. Bon. Et rien n'empêche qu'il s'agisse donc d'un côté comme de l'autre d'un groupement de plusieurs partenaires. Il pourrait y avoir plusieurs collectivités qui rentrent dans la SEMOP, bon, et plusieurs partenaires privés. Bon. La part du capital collectivité, et c'est là où on a aussi quelque chose de nouveau, puisque dans le cadre des SEM, la part de la collectivité était forcément majoritaire. Et là, la part de la collectivité ne peut être minoritaire. Mais attention, jusqu'à la minorité de blocage, les 34%. Bon. Et il ne peut pas déplacer le plafond de 85. Ceci garantit aux élus à la fois une présence, dans tous les cas, une présence qui sera significative dans les instances de dirigeante, et on y viendra, et à la fois bénéficier du régime de protection des mandataires de la collectivité. Donc c'est cet élément qui est aussi important. Et la collectivité est vraiment libre de choisir sa part de capital, à quel niveau elle va monter. Et donc si elle souhaite être majoritaire ou minoritaire, c'est son choix. La maîtrise politique, elle doit être aussi garantie. Les élus sont toujours très attentifs à partir du moment où des sommes considérables sont mises par la collectivité, donc mis par le public. Elle souhaite avoir une maîtrise. Et donc elle est garantie par 2 éléments. À la fois la présidence de droit, qui est confiée à un élu, et la conclusion de ce que vous avez fait, c'est-à-dire un pacte d'actionnaires, d'une façon très claire, qui précisera à la fois la gouvernance, à la fois les décisions qui relevant de l'unanimité ou de la majorité qualifiée, puis la composition, c'est très important ça, de l'évolution du capital. C'est une maîtrise politique. Si jamais le capital évolue dans le temps, on pourrait imaginer un autre partenaire privé qui souhaite rentrer, collectivité minoritaire, bon, et l'actionnaire majoritaire souhaite s'associer ou revendre une partie de ses parts à un autre partenaire, eh bien, la collectivité aura la minorité de blocage. Elle pourra dire oui ou non. J'accepte. Si c'est un fonds de pension, c'est vrai qu'on regardera ça avec des yeux certainement différents, qui ne seront pas des yeux de chimère, ça c'est sûr. Bon. Donc, mais voilà, quoi, un peu l'objet. Et dans le cadre de cette SEMOP, on définit, puisqu'il y a un pacte d'actionnaires, il y a une définition des responsabilités,
chacun pourra exercer sa mission. La collectivité pourra définir les orientations, assurer le réel contrôle de son opérateur, avec ses services propres d'ailleurs, hein, parce que c'est ça qui est important. L'élu seul ne peut pas assumer ce contrôle seul, donc on sait que les collectivités développent de plus en plus des services dans le cadre de leur gestion, pour justement voir la gestion déléguée, voir comment ça se passe. Donc dans le contrat, dans le pacte d'actionnaire, ceci pourrait être précisé, le regard. Bon, ce qui est très important, parce que souvent, ce qui bloque aussi, c'est, il faut le dire, hein, c'est nos collaborateurs des collectivités. Ils n'aiment pas avoir des SEM, ils aiment plutôt avoir des services, ils aiment plutôt avoir des régies, bon, parce que ça dépend d'eux. À partir du moment où un service est créé, ils sont associés et ils peuvent être présents, hein, simplement pour le regard du contrôleur. Je pense que ça ouvrira aussi beaucoup de portes, hein, à ces blocages. Souvent, les blocages viennent plus de la collectivité, de l'administration, que de l'élu. Et l'élu, lui, veut se protéger, bon, ce qui est normal. Bon. Les collectivités donc, auront ce réel contrôle sur son opérateur et donc sur le projet. Hein. Bon. Et puis le partenaire opérateur pourra, contre une rémunération, ce qui est normal, il est là aussi pour faire fonctionner son entreprise, il apportera, comme il le fait dans les SEM, à la fois son expertise et l'innovation, car il nous apporte énormément d'innovation. Bon. C'est toujours ce que je dis quand je rencontrais d'autres élus, appartenir justement à un groupe dans lequel il y a des innovations qui se font de l'autre côté de la France ou de l'autre côté de l'Europe, etc. Ça nous apporte énormément à nos élus pour prendre des décisions, pour aller vers d'autres projets, pour aller vers du dynamisme, pour avancer. Bon. Voilà un peu ce que je souhaitais dire. Donc j'ai envie de dire qu'on remet une réelle économie mixte avec les opérateurs privés. Hein. C'est vraiment, avant les SEM, quelquefois, c'était... Bon, c'était un peu des positions. Hein, on y allait, mais à reculons. Là, c'est réel, c'est une vraie économie mixte. Et on s'aperçoit qu'en Europe, les pays qui ont fait ce choix, en Allemagne ou ailleurs, ils ont vraiment beaucoup plus développé leurs partenariats et leurs équipements, et leurs grands équipements, que nous. Hein, et ils l'ont développé à la fois avec des financements, etc. Je dirais, on dit qu'au niveau de l'Europe, on connaît notre réaction aussi, j'ai oublié de le dire au tout début, ça a été une réaction par rapport au PPP, participation publique-privée. On s'est vite rendu compte du coût pour la collectivité d'un PPP. Bon. Et là, c'est un PPP institutionnalisé, bon, où la collectivité est véritablement présente, où l'acteur qui paye en dernier lieu est véritablement dans le tour de table, est véritablement contrôleur, présent dans le contrôle. Donc je pense que c'est ça aussi. Hein. Ça a été aussi une de nos réflexions en 2011. On a commencé les premiers PPP dans certains secteurs immobiliers, hein, avec notamment les universités, et on s'est rendu compte que les universités lançaient des PPP sans avoir même la structure administrative à l'intérieur pour contrôler. Bon. Et on s'est aperçu certains PPP qui coûtent des fortunes, hein, bon, qui ont été, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les éléments pour négocier, pas les éléments pour contrôler, pas les éléments pour être acteur, véritablement. Bon. Et donc, je pense que c'est aussi cette réflexion qui nous a amené au CEMOP. Donc, c'est pour les transports, c'est pour l'environnement, mais ça peut être aussi pour des investissements comme des investissements universitaires avec des gens dont c'est le métier de construire. Voilà, merci. Bien, merci, monsieur le sénateur. En guise de pré-conclusion, avant de vous laisser la parole pour les questions, j'anime, pour ceux qui étaient là hier, ils le savent, mais j'anime parallèlement un atelier de réflexion, un groupe de réflexion sur les TCSP, donc les tramways, l'idée étant
d'essayer de redynamiser cette filière qui nous paraît, enfin, donc c'est partagé avec mes partenaires, qui nous paraît un petit peu en difficulté. Donc TCSP, c'est tous les tramways qui ont été construits en France depuis une trentaine d'années. Donc là, il y a même des héros parmi nous de cette aventure. On a l'impression, enfin c'est plus que l'impression, on constate que, excepté en Île-de-France, où il y a un besoin monstrueux et des capacités d'investissement qui n'ont rien à voir avec les capacités d'investissement des autres, on constate que la source est en train de se tarir parce que les coûts sont très importants et en fait ne sont plus acceptables par les collectivités. Soit parce que ce sont dans d'assez grandes collectivités des lignes secondaires, enfin complémentaires, soit dans des collectivités plus petites, moins de 200 000 habitants, où le besoin existe et souvent la volonté des élus, mais simplement l'argent manque. Donc on a réfléchi ensemble de pourquoi on en était là, qu'est-ce qui s'était passé en 30 ans, etc. Bon, donc je ne vous refais pas la table ronde d'hier, mais on s'est aperçu quand même que le prix kilométrique de ce type de projet avait augmenté de façon tout à fait considérable. Donc première ligne en euros constants, première ligne de tramway de Nantes, fondatrice de cette filière, 18 millions d'euros en euros constants d'aujourd'hui. Hein, bon. Aujourd'hui, le prix moyen kilométrique de ce type d'investissement est de 25 millions. Il y a 7 millions de différence. Donc on s'est dit, mais d'où ils sortent? Qu'est-ce que c'est? En fait, en gros, pour des prestations identiques, c'est-à-dire c'est un périmètre comparable, avec des contraintes identiques, enfin la même chose. Bon. En gros, pour faire très très court, c'est de la mauvaise graisse. Alors on ne va pas essayer de dégraisser le mammouth, ça ne va pas porter chance à certains, mais l'idée est quand même là. Donc après on s'est interrogé pour savoir de façon un petit peu ordonnée où était cette mauvaise graisse. Bon. On s'est aperçu que déjà, donc c'était un peu partout, ça c'est normal, c'est comme quand on prend un peu d'âge, voilà, on en met partout. Là il y en a partout. Et donc, si je série les sujets, il y en a aussi dans la loi. La loi MOP, voilà. La loi MOP qui est très adaptée peut-être au bâtiment, mais qui n'est pas du tout adaptée à l'infrastructure. Et donc, cette loi, qui est bonne, enfin, je veux dire, une loi, elle n'est ni bonne ni mauvaise, ou elle est adaptée ou elle ne l'est pas. En tout cas, concernant les investissements d'infrastructures, elle impose une espèce de verticalité de l'approche qui est génératrice de surcoûts. Bon. Donc, ensuite, on s'est dit, ben, comment on fait? Alors, soit on change la loi, vaste opération, soit, et puis on a regardé à droite à gauche, est-ce qu'il y a comment on peut faire? Bon. Et donc, on est tombé sur la CMOP et en regardant, donc on a quelqu'un qui est venu nous expliquer ce que c'était, enfin quelle était l'idée, et qu'est-ce que ça allait être, et on a réalisé que c'était certainement une des solutions à cette problématique d'enchérissement des coûts d'investissement d'infrastructures. Parce que, bon, donc ensuite on a réfléchi, on a essayé d'imaginer comment ça allait pouvoir s'articuler, et on s'est rendu compte que à la fois on donnait une liberté sur la mise en œuvre de l'investissement et la collectivité, c'est-à-dire l'investisseur, gardait malgré tout, ou avait la possibilité de garder la main sur l'investissement. C'est-à-dire que du coup, c'était gagnant-gagnant en vrai. C'est-à-dire que ce n'était pas du baratin comme ça a pu l'être pour les PPP où on commençait à souffler dans le pipeau et le serpent sortait. Là, non, c'est pas ça. On voit bien que là, la loi permet de conserver la maîtrise du destin, enfin, si je veux dire lyrique, pour la collectivité, et tout en menant à bien l'investissement. Voilà. Donc ça vient confirmer tout ce que vous avez pu dire. Voilà, il y a un vrai besoin, mais qui n'est pas qu'un besoin politique ou même de contrôle. Il y a aussi une efficacité économique recherchée. Donc c'est un projet là qui est tout à fait, à mon sens, fondamental. Et pour donc la filière des TCSP, c'est un des éléments clés du rebond souhaité de cette filière. Voilà. Vos questions, si vous en avez, c'est avec plaisir qu'on... La personne qui... Mademoiselle, la dame souhaiterait... Merci.
Bonjour. Bonjour. J'ai une question sur les formes de contrats qu'on peut confier au CEMOP. Si j'ai bien compris, ce sont donc des marchés publics et des délégations de services publics qui peuvent être confiés au SEM à opération unique. Et si j'ai bien compris aussi les dernières versions du texte, justement, on ne peut pas confier de contrats de partenariat, donc ce que vous appelez les PPP, à une SEM à opération unique, alors même que ce sont ces fameux contrats de partenariat qui posent beaucoup de questions en termes de transparence, de coûts, de rigidité. Et donc justement, je pense que là, il y aurait une opportunité de meilleure efficacité si on confiait un contrat de partenariat à une SEM à opération unique. Et alors même, comme vous dites, que l'Europe a écrit pas mal de textes sur les PPP institutionnalisés, donc par opposition aux PPP contractuels. Et je pense que c'est justement là la source d'efficacité des CEMOP. Et la deuxième question, c'est sur les marchés publics. Je ne comprends pas très bien en quoi confier un marché public à une SEM à opération unique permettrait de dégraisser. Il me semble au contraire que ça rendrait la chose encore plus lourde. J'ai la sensation que c'est intéressant de confier des contrats à des CEMOP pour des contrats longs, des contrats de long terme, où il s'agit de vraiment contrôler dans la durée. Or, les marchés publics sont plutôt des contrats courts, à l'exception des crèmes. Je fais la fin, vous faites le début. Donc, je réponds d'abord à la seconde question. Un investissement type TCSP, c'est un contrat de 6-8 ans. Donc ça s'inscrit quand même dans une durée considérable. Donc avec un enjeu à l'échelle d'une collectivité qui est lui aussi considérable parce que c'est un investissement qu'elle consent une fois tous les 50 ans. Donc on est vraiment dans des échelles vues de la collectivité qui sont tout à fait considérables. On est dans un truc stratégique qui engage sur des décennies. Et donc, il y a à la fois ce souci d'efficacité parce que c'est beaucoup d'argent. Voilà. Et donc, si on raisonne même en économie marginale, enfin à 10%, je veux dire, compte tenu des montants, c'est tout à fait considérable hein, en valeur absolue. Sur le fait que la loi MOP enfin, ne génère pas ou générerait du gras. La loi MOP, elle oblige à une articulation particulière de la mise en œuvre d'un projet de ce type. C'est-à-dire que donc il y a le maître d'ouvrage, une obligation d'avoir une maîtrise d'œuvre qui va faire une part d'études quand c'est un bureau d'études, monter les dossiers, ensuite allotir, réaliser. Et là, je vous le décris de façon un peu précise parce que le diable est dans les détails dans ce cas-là. Hein. On a affaire qu'à des gens qui sont tout à fait honnêtes et évidemment et de bonne volonté. Hein. Simplement, faisant cela, ils ne sont pas forcément, c'est-à-dire l'ingénieur qui étudie sous-système par sous-système les petits morceaux, on voit bien, enfin, je ne vais pas faire un schéma, mais qu'il y a une verticalité qui se crée et qui découle de la loi, de ce que la loi oblige comme organisation. Hein. Chaque ingénieur, chaque responsable de sous-système va faire au mieux. Il va avoir un coordonnateur technique qui va essayer lui aussi de faire au mieux. Tout ça, ça va travailler. Hein. Simplement, chacun va prendre des espèces de marges de sécurité à son niveau, qui ne seront pas forcément coordonnées ou qui seront mal coordonnées. C'est du vécu, c'est pour ça que je le raconte comme ça. Hein. Du coup, chacun va mettre un peu de gras. Voilà. Et il n'y a personne, parce qu'il n'y aura pas de reconsolidation sur les objectifs absolus, indéniables, avec un espèce de phénomène itératif comme ça, à un moment donné, le système va être construit, enfin l'infrastructure va être construite avec des choses assez superflues. Assez superflues qu'il va falloir payer, qui auront un coût. Hein. Et donc, au global, on aura quelque chose, évidemment, qui fonctionnera très bien, mais si on regarde point par point, on verra qu'il y a une myriade de sujets sur lesquels on est allé un tout petit peu trop loin. Donc, chaque élément en soi n'est pas grave. C'est simplement l'accumulation de ces sujets qui fera ça. Si on donne la mission de réalisation à un opérateur unique, émanant de la collectivité, enfin, sur lequel au moins la collectivité a plus qu'un droit de regard, éventuellement le pilotage, suivant comment le pacte d'actionnaires aura été conclu. On aura
la possibilité de garder l'essentiel en vue en permanence. Et les arbitrages, ils seront faits directement par un représentant de la collectivité qui aura pour mandat de réduire les coûts, par exemple, ou de faire très attention, en tout cas, à ce que 1 euro soit utilisé de façon pertinente. Je peux éventuellement, si vous voulez, vous donner un micro-exemple donc toujours sur un réseau de TCSP. Traditionnellement, on met des fourreaux le long. Donc un réseau de TCSP, c'est une plateforme avec des rails, enfin un petit train, d'accord. De part et d'autre, on met des rues et des trottoirs. Bon, je caricature un tout petit peu, mais bon, on est obligé de faire vite. Traditionnellement, non. D'abord, le système de transport, il a ses propres contraintes et donc il doit avoir quelques éléments de télécommunication pour son propre contrôle. D'accord ? Donc, c'est des fils électriques qui passent dans des fourreaux, des tubes en plastique qui sont noués dans la chaussée. Bon. C'est nécessaire en termes de sécurité pour certaines fonctions, et entre autres le déclenchement électrique des stations d'énergie. Donc là, c'est imparable, c'est comme ça et pas autrement. Bon. Ensuite, il faut quand même un petit peu de fibre optique parce que toutes les stations sont interconnectées, il y a un PCC, tout ça c'est quand même monitoré, donc il faut un peu même de télécom, même si maintenant avec une fibre optique on fait passer presque toute la NSA, enfin tout va bien. Bon. Après, bon, ça c'est la nécessité, c'est le truc, c'est fonctionnel, c'est propriétaire, c'est intrinsèque au système. Donc là, ce que je vous ai décrit, il faut un méchant tuyau en plastique, de rien du tout. Bon. Après arrive la graisse. On dit « Ah oui, mais si je perds une sous-station, c'est un module d'énergie, si je perds une sous-station et puis que ce jour-là, je suis dans 15 ans et j'ai doublé la taille de mes rames parce que j'ai une croissance exponentielle de ma clientèle, ils sont plus puissants et ce jour-là, ils tirent tous en même temps. » C'est-à-dire il y a un appel d'énergie tous en même temps. Ah, là, il faut que je mette des feeders. Des feeders, c'est donc des gros câbles électriques qui servent à répartir le courant sur la ligne. Bon. Donc là, on a fait l'hypothèse qu'on allait avoir une croissance du trafic absolument inouïe, qu'on allait augmenter le nombre de machines de façon extrêmement importante, ce qui peut arriver, mais enfin bon, voilà, on a fait cette hypothèse, qu'elles seront toutes chargées, que ce jour-là, fait extraordinaire, elles appelleront le courant tout en même temps. Enfin bon, voilà, on fait tout un catalogue comme ça, et on dit, ah, il faudra un jour mettre des feeders. Alors, on va faire des réservations. Et donc on fait le calcul et on dit « Ah, il me faut 4 fourreaux de chaque côté pour pouvoir un jour peut-être mettre tout ça. » Et puis comme je suis un ingénieur prudent, je vais en mettre 2 de plus parce qu'on ne sait jamais. Et donc on est parti d'un petit tuyau ridicule et de fait on va prescrire en réalisation au moment où on fait l'investissement, on va prescrire 8 fourreaux de chaque côté qui ne serviront peut-être à rien. Parce que si l'hypothèse s'était réalisée, enfin, si elle se réalise dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Le système, il va déclencher. OK, le tramway va s'arrêter. Le PCC va voir que tout déclenche. À distance, il y a une procédure, ils vont réenclencher, ils vont prévenir les machinistes qu'il ne faut pas démarrer tous en même temps, ils vont démarrer en séquence de façon ordonnée, pilotée par le PCC, et on n'en parlera plus. Voilà. Simplement, il n'y a personne qui a arbitré en disant cette succession d'hypothèses extraordinaires, le résultat c'est combien, ça coûte combien. Le fait de mettre 8 tuyaux au lieu d'en mettre un, ça paraît complètement vulgaire, ridicule. Simplement, quand ça se passe sur 15 km, ça a des répercussions qui sont en millions d'euros sur l'investissement, en millions d'euros. Et en plus, donc, ça fait qu'on doit creuser plus, et donc on en arrive avec des problématiques de réseau, et hop, on repart pour un tour. Enfin, il y a des effets d'avalanche qui sont absolument considérables. Voilà, c'est pour ça que je défends cette idée que s'il y a une responsabilité unique, je pars de ce qu'on observe. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Voilà, donc il faut trouver un moyen de le faire. Parce que c'est de l'investissement pas forcément très utile. C'est sur un exemple, il y en a plusieurs. Oui. Pour aller dans ce sens-là, on a tous connu, enfin moi j'y ai participé, à la construction de 2 lignes de tram. Donc je sais un peu ce que j'ai entendu
et les décisions qui ont été prises. Bon. On est aussi confronté, quand on est, soit on le fait faire par le syndicat mixte, hein, soit on le fait faire... l'élu est toujours confronté à la demande. Hein. Le maire qui va avoir le tram traverser sa commune, ben, il a toujours plus... On s'étale de plus en plus, on dépense de plus en plus. Pourquoi on est arrivé à ces coûts? C'est parce qu'on a fait... Alors, on avait un grand mot. On disait on fait de l'aménagement urbain, ce qui est vrai. Quand on fait un tram, on ne fait pas simplement un transport, on fait de l'aménagement urbain. Mais l'aménagement urbain est devenu le réaménagement de la ville, quoi. Hein. Le syndicat mixte, il a fini par payer le réaménagement des villes. Après, on dit qu'on n'a plus d'argent, mais il y a aussi une raison. Bon. Avec ce type de structure, les décisions, elles ne pourront pas être prises comme ça. Bon, parce que c'est ce qui se passe avec l'heure actuelle. À chaque fois, je veux un mur, je veux un mur, oui, mais le propriétaire, il veut un beau mur en béton, il faut que ce soit beau. Bon, il faut que ça soit ceci, il faut que ça soit... Et puis on lâche. Et puis peu à peu, on arrive à 30 millions du kilomètre. Bon, c'est ça aussi, l'augmentation des coûts. Hein. Il faut le savoir. Bon. Et donc, à un moment donné, il faut avoir l'outil qui permette de dire non. De dire, on est ensemble. Hein. Il y a un privé qui est associé avec nous, qui a un coût, et nous, on a aussi un coût. Et donc, ben, on n'est pas ouvert à tout. Mais ça a été ça, les lignes de tramway. Ça a été cette dépense. Mais alors, enfin, moi, on l'a vécu. Je vois Charles Descours qui est en face de moi. Il l'a vécu autant que moi, bon, à Grenoble. Mais les coûts étaient énormes. Et le dernier tram qu'on a fait, on a essayé de séparer justement les aménagements connexes. On a fait des économies très fortes. Puis on a confié à la ville de Grenoble, dont j'avais la responsabilité à ce niveau-là, l'aménagement des contre-allées, l'aménagement de façade à façade. Bon, mais le coût a été divisé, je peux vous dire, on a dû économiser 20 à 30 millions. Parce qu'on avait 10 millions devant nous pour le faire. On n'en avait pas 30. Bon, hein. Et donc, ça n'a pas été la même chose. Hein. Alors qu'avant, à chaque fois, vous demandez au SMTC, donc ce n'est pas la ville. Bon, la ville, elle va demander le truc de Carrare, quoi. Hein, dire, bon, le sol de Carrare. Voilà, c'est ça. Bon. Donc maintenant, c'est vrai, avec ce type de structure, on sera beaucoup plus rigide et rigide dans la dépense. Et c'est ça qui est bien. Oui, Charles Descours, sénateur honoraire et ancien président du SMTC et président d'honneur de la Fédération des entreprises publiques locales. Je crois qu'effectivement, la CEMOP est peut-être plus pour... enfin, on l'a pensé à la Fédération, bien sûr, d'abord pour les transports en commun en site propre. C'est évident. Je voudrais dire aussi que la démarche de la Fédération, qui était au départ une fédération des SEM, je vous le rappelle, a été de construire l'ensemble d'une boîte à outils. On avait employé ce terme avant que les hautes autorités de la République l'emploient. C'est-à-dire qu'on a d'abord créé des EPL, des SPL, des sociétés publiques locales, pour l'aménagement à 100%, donc de capitaux publics, suivant l'Europe d'ailleurs, puis des SPL pour d'autres disciplines que l'aménagement. Et on s'est dit, bon, on a les régies, évidemment la fédération n'est pas pour les régies, mais on a des SEM classiques, on a des SPL à 100% public, il nous manque probablement des SEM avec une autre logique, et Jacques Chiron l'a très bien expliqué, des SEM où la collectivité garde le contrôle, mais n'est pas le majoritaire. Et je crois que cette démarche a été partagée par les parlementaires, puisqu'ils ont voté à l'unanimité, effectivement, dans les deux chambres, et que ça nous donne une boîte à outils complète. Je crois qu'effectivement, Jacques l'expliquait il y a un instant, les premières lignes de tramway, on a été obligé de convaincre qu'il fallait faire des tramways. Moi, j'ai commencé la ligne de tramway en 83. La première ligne, on l'a inaugurée en 87. Alors c'est vrai qu'en traversant la ville de Grenoble, on a fait de la restructuration de façade à façade, parce qu'il fallait convaincre et la ville et les riverains que c'était bien. Il est évident que maintenant, quand on fait une ligne de façade, on fait une ligne de tramway, on fait ce qu'on appelle le GLO, c'est-à-dire l'emprise, et qu'après la ville traversée fait ce qu'elle veut du reste.
Il y a un autre domaine, et vous l'avez expliqué, monsieur, ce qui est très important, c'est les déviations de réseau. Et vous avez expliqué toutes ces histoires de structures multitubulaires qui sont extrêmement coûteuses et les déviations de réseau qui sont extrêmement coûteuses. Et donc, je crois que quand on fait une CEMOP, on met dans le cahier des charges clairement ce qu'on veut et à la fois, on n'est pas obligé d'avoir une addition chaque fois. Ah, mais on va faire ça, j'allais dire, en cours de route. Je crois qu'avoir un budget global, c'est quand même pas mal pour ces sociétés qui sont des chantiers qui durent longtemps et où on a sans arrêt le risque de nous dire « Ah mais vous rajoutez ci, vous rajoutez ça ». Enfin, la Fédération est très contente que le Parlement ait voté ce texte. On souhaite qu'évidemment il soit opérationnel. C'est vrai qu'il est probablement plus pour les transports en commun site propre que pour les aménagements classiques. Mais pour les PPP, comme vous le savez, Jacques l'a dit il y a un instant, les PPP, dans d'autres domaines, on a eu aussi l'hôpital sud-francilien. C'est ce qu'il ne faut pas faire pour les PPP. Ah ben je sais pas pourquoi. Moi je connais mal. Je sais ce que l'hôpital sud-francilien et que le PPP tel qu'il a été fait là-dessus, ça a été une catastrophe. Donc nous pensons que les CEMOP, c'est des choses intermédiaires entre le PPP et la régie, si je puis dire, et qu'on a là un outil qui, si les élus le veulent, peut être pour les collectivités. Et surtout rapide. Je pense au temps aussi. Excusez-moi. Au temps. Le temps. Le temps est important. Quand on a un projet et que par différentes contraintes, on arrive à durer 4 ans ou 5 ans, vous vous rendez compte de l'explosion des coûts. L'explosion des coûts. Bon, j'espère que cette structure, avec des décisions beaucoup plus rapides, réduira le temps de réalisation, donc le coût. C'est très important, ça aussi. Le temps est fondamental sur ce type de projet. Après, quand on regarde un planning de projet de TCSP, en gros, au mieux, on le fait entre le T0, enfin le moment de la décision, et le moment où on met en service, il se passe 6 ans. Les travaux, c'est 2 ans. L'ingénierie, toute la partie études, en gros, c'est 2 ans aussi. Et malgré tout, il y a 4 ans de gelée, enfin, dès le départ, jusqu'au moment où on peut démarrer les travaux. Et là, c'est lié aux procédures administratives, donc ce qui est un autre sujet, pas résolu par les CEMOP, évidemment. Mais en France, donc, on arrive à sortir un projet comme ça en 6 ans. Il y a 4 ans de procédures administratives à peu près incompressibles, pendant lesquelles, évidemment, en temps masqué, on fait les études, et 2 ans de travaux. Donc ça, c'est un sujet autre, évidemment, qui doit être traité parce que c'est pas raisonnable. Enfin, dans un pays riche, ultra riche, qui peut gaspiller ses biens, autrement, enfin non, même pas. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Oui, Francis Chaput, Transdev. Je voulais intervenir sur le sujet, revenir en fait sur le sujet de la CEMOP, qui est bien sûr un produit, comme l'a dit Charles Descours, qui va accompagner en fait la palette des sociétés d'économie mixte qui existent aujourd'hui, et c'est en ça une excellente chose. Je pense qu'il y aura une attention particulière à apporter sur le mode de fonctionnement. Et je pense que Jacques Giron l'a bien expliqué tout à l'heure, aussi bien en termes de management qu'en termes de pacte d'actionnaires et du rôle en fait de l'actionnaire privé. Je m'explique un petit peu. Dans le schéma de la CEMOP, il y aura effectivement mise en concurrence d'opérateurs. Et ensuite, l'opérateur retenu introduira en fait dans le capital de la société opératrice un capital public qui sera variable entre les 35 et les 85% qui ont été évoqués tout à l'heure. Ensuite, le flux en fait d'apport de l'opérateur privé auprès du délégataire, que sera la CEMOP, interviendra dans le cadre d'un contrat qui existera, contrat de prestation qu'a évoqué le sénateur Chiron à l'instant, un contrat de prestation qui va intervenir donc entre l'opérateur privé et la CEMOP. Et ce n'est pas le pacte actionnaire qui va régler ça. C'est bien un contrat qui va gérer le flux de prestations et la rémunération de l'opérateur. Je pense qu'il faudra être très attentif à ce que ce contrat de prestation ne soit pas à nouveau
soumis à concurrence une fois que la délégation de service aura été attribuée à la CEMOP. Parce qu'on peut arriver au paradoxe total, et on a un exemple qui existe aujourd'hui, c'est pas une vue d'esprit, il y a un exemple qui existe dans l'Est de la France, où effectivement on peut avoir un partenaire, un opérateur qui soit actionnaire de la SEM, et que ça ne soit pas cet actionnaire-là qui soit le prestataire de la SEM. Alors, on aura eu effectivement un opérateur qui aura candidaté, qui aura monté un projet, dont le projet a été retenu, et ça sera un autre prestataire qui apportera sa compétence, parce que je fais toute confiance aux législateurs pour essayer de contourner cet obstacle, mais qui pourrait amener effectivement à ce que ça soit un autre opérateur qui devienne le prestataire. Alors là, je pense qu'on aurait complètement tout faux. Alors, c'est bien sûr pas dans le texte de loi, peut-être que peut se régler cette question-là, mais il faudra être très très attentif à ce qu'effectivement on mette en place les garde-fous pour éviter qu'une situation de ce type puisse se produire. Oui, mon intervention va tomber un peu à plat puisque vous l'avez évoqué juste avant. Je pense qu'effectivement, quand on a un certain recul sur les tramways, pour ce qui me concerne, donc Jean-Pierre Lapère, aujourd'hui consultant, ancien vice-président de l'agglomération d'Orléans et père du tramway de la première ligne, on constate qu'on est passé d'un système 4 ans, 2 ans de procédure. Donc là, ça a gonflé de façon inconsidérée les dossiers de sécurité, etc., à 2 ans de réalisation, 18 km, 23 mois. Ça, c'est la première ligne. La seconde ligne à Orléans, ça fait 4 ans et 3 mois pour faire. Et évidemment, les prix explosent. C'est 2 fois plus cher au kilomètre que la première. Donc, il y a bien un problème de temps, de maîtrise du temps. Et il est bien évident qu'avec notre système actuel, les entreprises ne sont pas mobilisées pour travailler au maximum, présentent des avenants, puis des réclamations, etc. Il est nécessaire de bien cadrer. Je ne connais pas parfaitement l'exemple rémois, mais je crois qu'ils ont tenu et le calendrier et le coût, même s'il avait été fixé à un niveau un peu élevé par rapport à ce qu'il est possible de faire demain, sans doute avec les CEMOP, l'ensemble de la réflexion menée dans l'atelier tramway. Une dernière question peut-être. Vous voulez remettre le couvert? Non. Ok. Bon ben... Ok, non, mais c'est ce que vous dites, et je vais rebondir sur quelque chose d'à côté. Je vais vous prendre un exemple qui m'a quand même assez marqué. Au Conseil général, ils ont voulu faire la maison du handicap au moment où la décentralisation a donné la responsabilité. Et je me rappelle que le président, j'étais conseiller général à l'époque, mais j'étais président aussi du système de construction de logements et de locaux d'activité économique. On commence à faire travailler les services, durée minimum 4 ans. Voilà, c'était ça, entre les procédures, durée minimum 4 ans. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va durer pendant 4 ans, on va avoir les services répartis partout, puisqu'on reprenait les services de l'État, des services de ceci, c'était dispersé dans toute l'agglomération. Et je lui ai fait une proposition. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai un terrain, on a un terrain, un endroit, on peut construire 20 000 mètres carrés, tu en as besoin de 10 000, on te fait ta maison du handicap. Durée, 18 mois. Et quand on a fait le calcul du coût qui avait été fait par les services, qui était d'ailleurs très réservé à faire ça, obligatoirement, et du coût de notre SEM, coût 20% de moins par rapport à... Et 18 mois. Et donc, il faut quand même qu'on s'interroge beaucoup en France sur ce type de raisonnement qu'on a à chaque fois, pensant que c'est la sécurité, c'est les bretelles, c'est les ceci, c'est les cela, et on arrive à ce type de coût. Et c'est un vrai sujet. Hein. Mais pour tout, vous l'avez dit, on met les parapluies sans arrêt. Je me souviens d'avoir... Je le dis comme ça parce que c'est vrai. J'ai fait travailler un architecte pour un logement, pour des logements qu'on a fait, et on voulait que ça soit BBC, etc. Donc, il se trouve que
en allant visiter ce qui se faisait en Europe. Je suis allé à Fribourg, etc. J'ai rencontré un certain nombre de personnes, un architecte qui est reconnu pour toutes ses qualités, etc. Et on l'a fait venir en l'associant à un Grenoblois pour faire une opération de 90 logements. Bien. Eh bien, il est arrivé en France, donc Common, il s'appelle Olivier Oliver, il est vraiment reconnu en Allemagne. Bon, il est arrivé, il a commencé à travailler, puis un jour il m'appelle, il me dit « Mais avec toutes vos contraintes, je n'y arriverai jamais. » Quand on connaît la rigueur allemande, d'accord, on ne peut pas dire que les Allemands ne sont pas rigoureux dans leur travail. Et lui était effaré par les contraintes qu'on avait en France pour construire du logement. Mais effaré. Et pourtant, il construisait du BBC, il construisait, etc. Vraiment, il était un exemple. On nous amenait, beaucoup de villes sont allées là-bas pour le donner en exemple. Et quand on arrive en France, voilà. Et donc c'est vrai, quand le gouvernement veut légiférer pour enlever tous ces textes qui se sont accumulés et qui aujourd'hui nous coûtent des sommes folles, et puis entraînent ces délais, je pense que c'est un vrai débat. Et je pense qu'il faut non seulement faire le débat, mais maintenant agir. J'étais partisan d'ailleurs que pour toute loi nouvelle qui fixait une contrainte, mais dans la loi elle-même, il fallait supprimer les deux précédentes. Vous savez, le président de la République avait dit, pour une contrainte, il faut en supprimer deux. Bon, nouvelles. Je m'étais dit, mais il faut même le mettre dans les textes. C'est-à-dire, au moment où on veut une loi avec une contrainte, il faut que dans la même loi, on en ait supprimé X. Mais un peu plus compliqué à faire. Bon, merci beaucoup. Merci d'être venu, de nous écouter. Merci beaucoup.